Bonjour, Bonjour Nicolas. ça va bien? Oui, merci. Et toi? Très bien. Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi ce secteur? Pourquoi le e-sport? Pour parler d'e-sport, il faut remonter un petit peu en arrière à la création de Team Vitality. Donc ça fait bientôt 11 ans. C'est un secteur que j'ai découvert par hasard en rencontrant mon futur associé. On venait d'un autre univers qui était l'audiovisuel. Et mon associé, en tout cas cette personne-là avec qui je travaillais dans l'audiovisuel, était passionné d'e-sport, gérait déjà des équipes. Et c'était un univers que je ne connaissais pas du tout. Et le jour où je suis allé voir à quoi ça ressemblait, dans des tournois à Paris notamment, j'ai découvert un univers insoupçonné, comme si on soulevait un couvercle et qu'en dessous on voyait un bouillonnement incroyable. Donc la compétition d'e-sport, pour bien l'expliquer, c'est la compétition de jeux vidéo à niveau professionnel sur différents jeux comme League of Legends, Counter-Strike, souvent des jeux par équipe. Et j'ai découvert en fait un univers de passionnés, des joueurs professionnels, une incroyable passion qu'on ne soupçonnait pas et un univers aussi qui demandait à être structuré, et j'y ai vu une opportunité. Et c'est comme ça qu'on s'est lancés tous les deux dans ce secteur en créant Team Vitality à l'été 2013 et en faisant, alors pas la première équipe d'e-sport française, il y avait des équipes avant ça, notamment sur Counter-Strike, etc. Mais la première équipe avec une vraie ambition professionnelle. On s'est monté tout de suite en entreprise et non pas en association qui était le modèle de l'époque. Et on a tout de suite eu des envies de grandir très vite, d'aller à la conquête de ce nouvel univers et puis aussi en même temps de le structurer, puisque s'il y avait énormément de passion, c'était une époque où tout était en train de se produire en même temps. Il y avait l'arrivée de Twitch, le diffuseur du jeu vidéo, le diffuseur de l'e-sport en France. Il y avait le gaming qui commençait à prendre une place très importante sur YouTube. Donc c'était un moment particulier et on s'est lancé probablement au bon moment pour profiter de cette accélération. Donc on a lancé Team Vitality sur Call of Duty à l'époque et tout de suite il y a eu énormément d'intérêt. Nous on venait de l'audiovisuel, donc on a mis l'accent sur le storytelling, un petit peu l'envers du décor, créer des contenus. Là on entend d'ailleurs de l'e-sport ou de la compétition sur Rocket League, donc c'est quelque chose qui génère toujours beaucoup de passion. Donc on s'est lancé et très vite on a rajouté d'autres équipes et on est devenu progressivement une organisation multi-gaming, en ne nous cantonnant plus à un seul jeu. Et c'est comme si on était un club de sport omnisport qui avait le tennis, le basket, le football, le rugby. Nous on évolue sur une dizaine de jeux vidéo et on est le leader français aujourd'hui et l'un des leaders mondiaux. Et justement, pour rester leader, comment tu fais pour identifier les opportunités? Donc ça, c'est une question qui est en général la question de l'entrepreneuriat. Il y a des moments qui, quand ils se produisent, paraissent pas forcément importants, mais c'est qu'après coup qu'on identifie que c'est des points de bascule dans la vie, dans le parcours d'un entrepreneur. Pour nous, il y en a eu plusieurs. Il y a d'abord le fait d'avoir voulu aller sur League of Legends, qui est le jeu le plus populaire de la planète, qui nécessitait énormément d'investissement. En tout cas à l'époque, évidemment maintenant on parle en millions, en dizaines de millions, mais à l'époque aller sur League of Legends nous coûtait 300-400 000 euros. Et c'était déjà un pari incroyablement risqué de mettre cet argent qu'on n'avait pas vraiment. Donc on a fait une levée de fonds un petit peu à l'arrache à l'époque en 2015 pour prendre notre chance et aller dans la cour des grands. Et c'est ce qui en fait rétrospectivement nous a permis de changer de dimension et de devenir un leader, de devenir un club important qui a une empreinte internationale. Il y a l'un des autres moments clés, c'est notre décision vers 2017 de nous dire cet univers commence à attirer beaucoup d'investisseurs. Soit on continue de tracer notre route gentiment, sûrement, on avance, on ne perd pas d'argent, mais on se rendait compte qu'on allait rester toujours moyen. Soit on va un petit peu all-in, on essaye de lever de l'argent, d'accélérer, d'aller très vite, très fort, au risque de se brûler. Mais c'est le pari qu'on a fait. Donc on a levé 2,5 millions d'euros en 2017, puis 20 en 2018, pour établir l'un des plus grands clubs mondiaux d'e-sport. Et c'est ces décisions-là rétrospectivement qui font qu'on choisit les moments, on choisit d'accélérer. Ça s'est bien passé pour nous, heureusement. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée d'essayer de faire des paris et d'essayer de comprendre ce qui vont être les moteurs de la transformation de l'entreprise. Les accélérateurs, on va dire. Alors justement, d'être leader, donc c'est identifier les opportunités, mais c'est aussi une grande responsabilité de montrer la voie. Comment tu gères ça? Oui, alors à plusieurs titres, quand on travaille dans le jeu vidéo déjà, c'est de moins en moins vrai, mais on doit combattre une vision qui est parfois un petit peu ancienne, de journalistes qui ne sont pas experts, qui n'ont pas grandi dans le gaming. Donc il y a d'éternels clichés sur le jeu vidéo, sur
l'addiction, la sédentarité, qui ne sont pas forcément des non-sujets, mais en tout cas qui sont quand même souvent surgonflés et mal connus, mal présentés. Donc déjà expliquer que ce qu'on fait, c'est du jeu vidéo, mais c'est aussi de la compétition. Ça ressemble à tous les codes du sport. Donc il y a vraiment un enjeu d'éducation pour que l'e-sport devienne mainstream. Oui, ça va se faire mécaniquement parce que les audiences jeunes qui nous suivent vont grandir, vont devenir journalistes, décideurs. Et en fait, l'e-sport sera demain l'un des nombreux sports qui structurent la vie et la vie compétitive et l'intérêt des gens et des audiences. Mais ça va prendre du temps. Il y a aussi un enjeu à constamment éduquer, expliquer aux parents, expliquer aux entreprises pourquoi investir, devenir partenaire d'un club d'e-sport, c'est hyper pertinent pour eux, notamment pour s'adresser à des générations plus jeunes qu'ils ont du mal à toucher. Donc il y a cet enjeu-là d'expliquer, d'éduquer. Et ensuite, il y a d'autres enjeux qui sont de la responsabilité d'un leader. Nous, on a... je fais une petite pause. Voilà. On a longtemps profité du fait d'être un leader et de ne pas avoir beaucoup de concurrence. Évidemment, ça a des vertus. Les entreprises qui veulent investir dans l'e-sport, qui veulent devenir partenaires, elles se tournaient naturellement vers nous. On avait assez facilement l'intérêt des audiences. Mais à la fois, être tout seul, c'est aussi un rôle un petit peu difficile d'être une locomotive sans wagon, entre guillemets. Aujourd'hui, on voit que le paysage change, se structure, qu'il y a beaucoup plus d'attractivité en France et beaucoup plus d'entreprises qui se lancent. Donc ça, d'abord, c'est très bien. Mais nous, du coup, on est dans une catégorie un petit peu différente. On est le seul club français qui a une vraie dimension internationale. On est présent sur plusieurs continents. On a des fans partout dans le monde, des équipes partout dans le monde. Donc on est à part et à ce titre, on a une responsabilité aussi de porter des discours sur des enjeux importants de notre écosystème. Nous, on choisit chez Vitality de ne pas mener 500 combats à la fois. On choisit plutôt de mener les combats qu'on sait mener et dont on sait qu'on va avoir un impact et un effet sur l'écosystème. J'en retiens deux. La mixité dans l'e-sport. L'e-sport a d'abord des audiences qui sont majoritairement masculines mais qui se féminisent, ça c'est intéressant, mais a surtout un énorme potentiel d'être un sport mixte. Il n'y a pas de différence physique entre hommes et femmes dans la pratique du jeu vidéo et de l'e-sport. Et donc, en théorie, on pourrait avoir des équipes mixtes au plus haut niveau, contrairement au sport traditionnel. Mais la réalité, c'est qu'on n'en est pas du tout là. Il y a très très peu de joueuses professionnelles, en tout cas au plus haut niveau, pour une multitude de raisons et de facteurs. Il n'y a pas de rôle modèle, il y a un marketing du jeu vidéo qui est culturellement vers les jeunes garçons, les jeunes hommes. Il y a des communautés qui ne sont pas toujours hyper ouvertes. Il y a énormément de facteurs, mais l'enjeu pour nous, c'est de dire, trouver les leviers pour donner le maximum de possibilités aux filles de se former, d'avoir l'infrastructure, d'avoir les compétitions, d'avoir les moyens de développer leur niveau pour qu'à terme le niveau général monte et que notre ambition elle est à 5 ans disons, on ait de plus en plus de joueuses professionnelles et que ça devienne quelque chose de naturel et que dans plus loin on est vraiment du 50-50 dans les pratiquants, dans les top professionnels de l'e-sport. Donc là-dessus, nous, on a 2 équipes féminines et on soutient la discipline et on investit beaucoup sur ce sujet-là avec d'autres acteurs de l'écosystème e-sport comme Riot Games, par exemple, sur son circuit féminin sur Valorant. Donc ça, c'est la mixité et la féminisation de la pratique. L'autre sujet, c'est un enjeu de santé mentale. On se rend compte que être professionnel d'e-sport, c'est quelque chose qui... Quand on ne le connaît pas, peut paraître facile. On joue aux jeux vidéo, on vit la vie rêvée, on gagne de l'argent et même on gagne très bien sa vie en pratiquant ce qu'on aime. Super. Sauf qu'en réalité, c'est énormément de sacrifices, c'est énormément de travail, c'est énormément de pression. Des choses qu'on peut retrouver dans la vie de professionnels du sport et de joueurs. C'est la pression médiatique, c'est la pression de la performance, c'est le fait que très peu de personnes en vivent. Alors, au top niveau de l'e-sport, encore une fois, on gagne très bien sa vie, mais à l'échelon d'en dessous, on est très vite déclassé. Voilà, il n'y a pas la Ligue 1, la Ligue 2 et tous les échelons intermédiaires qu'on peut connaître dans certains sports. C'est le top niveau ou rien quasiment. Donc en fait, ça fait des carrières courtes, difficiles, où du jour au lendemain, on peut être hors jeu. Tout ça crée une pression énorme. Et là-dedans, nous, on a un vrai enjeu de travailler, d'entourer nos athlètes, d'entourer nos joueurs professionnels et plus loin aussi d'adresser les sujets de santé mentale auprès de nos fans, auprès des gens qui nous suivent pour passer les bons messages et impacter positivement et les pratiquants et les audiences d'e-sport. Donc voilà, nous, on essaye d'avoir cette responsabilité de leader et d'agir positivement. D'accord. Et cette présence justement à l'international, comment elle participe au rayonnement de la France dans le monde? Donc sur l'international, il y a plusieurs sujets, mais nous, on vient d'un univers franco-français.
On s'est créé avec des joueurs français, auprès d'audiences françaises, des premiers partenaires français, mais on s'est rendu compte qu'on avait envie de plus. C'est cette ambition-là qui nous a poussé à lever de l'argent, à vouloir nous développer sur tous les jeux majeurs, et aussi aujourd'hui à vouloir être une société qui a des ramifications partout, qui touche des audiences partout dans le monde. On se rend compte que l'e-sport, c'est un phénomène massif. Quand on regarde les chiffres d'audience, par exemple de la finale de League of Legends, des Worlds, donc la compétition reine de l'e-sport, dès lors qu'on inclut les audiences chinoises, on atteint près de 100 millions de personnes qui regardent. Donc c'est complètement délirant. Ça se rapproche, voire ça dépasse beaucoup de sports. Donc par exemple, en Europe, c'est un phénomène qui est très fort, mais dans certains pays d'Asie, dans Corée du Sud notamment, l'e-sport est complètement mainstream depuis plus d'une décennie. Ça passe à la télévision, il y a des affiches de sportifs professionnels qui font de la pub, voilà, tous les mécaniques qu'on connaît dans le sport. Et dans d'autres pays comme la Chine, il y a simplement une accélération des courbes d'audience qui est phénoménale. Donc on a envie d'aller adresser ces marchés-là et de s'assurer de garder notre identité française. Voilà, Paris, la France, je pense quelque chose qui parle partout dans le monde, donc ça fait partie intégrante de notre marque, mais on veut être ce leader français qui rayonne et qui gagne à l'international. Et pour ça, on a développé des bureaux. On a des bureaux à Berlin, en Inde, à Mumbai. On a acquis de nouvelles équipes en Corée du Sud sur StarCraft et Tekken, qui sont StarCraft, le jeu originel de l'e-sport, et voilà, Tekken, un jeu très grand public. On a maintenant une nouvelle équipe féminine sur Mobile Legends, qui est l'équivalent de League of Legends en Indonésie. Donc là, c'est hyper intéressant pour nous, pour amener la marque Vitality, faire rentrer de nouveaux fans dans cet écosystème. C'est un enjeu ensuite qui est plus complexe que juste signer des équipes. C'est comment derrière, on va utiliser ces nouvelles équipes, ces nouveaux visages, ambassadeurs, ambassadrices, pour aller développer notre marque et créer un attachement, un fandom international. On sait très bien que notamment la passion, le supporterisme se crée avec les victoires, souvent auprès de publics qui sont ados. C'est à ce moment-là qu'on commence on vibre avec une équipe, et si tout se passe bien, on peut en devenir un fan à vie. Donc il y a vraiment cet enjeu-là de créer les performances, d'avoir les joueurs et les joueuses qui touchent un large public pour raconter des histoires autour de la marque Vitality de manière à dépasser largement nos frontières, voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui, on a parlé sport, on a parlé business. Comment le e-sport participe au développement du sport business? Il y a, en tout cas, la connexion entre sport et e-sport est intéressante à regarder, et on a vu son évolution maintenant depuis 10 ans qu'on est là. Je pense qu'on est toujours un objet un petit peu incompris, mal compris par les décideurs du sport. Beaucoup voient l'ampleur du phénomène. Quand on regarde les réseaux de Vitality, finalement, ça va être peut-être dans le top 10 des clubs sportifs français, tous sports confondus. Donc forcément, on ne peut pas y rester insensible. Pour autant, les sports traditionnels ont toujours cette difficulté à comprendre. Finalement, ce n'est pas des sportifs qui courent derrière un ballon, qui se font des passes physiquement. Quand bien même les événements ont lieu dans des stades, cette arène-là va accueillir les quarts et les demi-finales des Worlds de League of Legends après l'été. Donc typiquement un lieu dans lequel on voit du sport et de l'e-sport. Pour autant, il y a toujours pas forcément cette défiance, mais en tout cas en Europe, des vrais questionnements sur l'e-sport, alors qu'aux États-Unis, on a plus vu le monde du sport s'emparer de l'e-sport comme une façon finalement de compléter le portfolio de clubs ou de franchises pour aller toucher des audiences plus jeunes, alors que notamment les sports américains sont un petit peu vieillissants dans leurs audiences. Donc voilà, il y a ce questionnement en Europe. Pour autant, la façon dont s'articule l'e-sport, la façon dont le business se crée, la façon dont on fonctionne est quasi en tout point similaire au club sportif. On a nos joueurs sous contrat, on vit beaucoup du sponsoring. La différence avec le sport, c'est qu'il y a beaucoup moins de droits médias puisqu'on est diffusé sur Twitch et pas sur les chaînes télé. Il n'y a pas forcément de billetterie. Nous, on joue dans des arènes comme celle-là, mais ce n'est pas les nôtres. Donc on n'a pas nos revenus de vente de tickets. Mais fondamentalement, à ces différences près, on ressemble beaucoup on est le même objet qu'un club de sport. Et je pense qu'à terme, ces frontières et ces différences vont s'atténuer au fur et à mesure que les décideurs deviennent familiers et auront grandi avec l'e-sport, tout simplement. Très bien. Alors on a parlé sport, on parle équipe aussi. Est-ce que pour toi c'est important d'être bien entouré? Bien entouré? Ouais. Bien sûr, nous, ça c'est la beauté et la difficulté de gérer un club, c'est que notre rôle s'arrête à faire des choix. Et après on regarde notre équipe. On n'a pas plus d'influence qu'un spectateur lambda, on va vibrer peut-être beaucoup plus, mais on ne peut plus rien faire. Donc on est complètement dépendant de nos joueurs, et le sport, la performance est tout sauf une science exacte.
Donc il faut assembler des équipes qui non seulement sont l'addition évidemment de talents très forts, mais qui fonctionnent ensemble, qui arrivent à créer la synergie, l'alchimie. Donc évidemment, trouver les bonnes personnes, être entouré des meilleurs, c'est important. Et ça vaut aussi pour le staff et toute la façon dont on veut créer la marque Vitality. Donc oui, et plus que jamais, encore une fois, c'est du sport, c'est du collectif, donc évidemment. Très bien, merci beaucoup Nicolas.